Bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 9 septembre 2024, dont voici les titres. 16 morts et 22 blessés, dont 11 dans un état grave. C'est le bilan provisoire du tragique accident survenu ce lundi sur la Nationale 3 à hauteur de Ndangalma. Un camion est entré en collision avec un bus de transport en commun qui a par la suite pris feu. L'ancien ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow, a fait face à la presse pour se prononcer sur son blocage à l'aéroport international Blaise Diagne. Il dit n'avoir reçu aucune notification portant interdiction de sortie du territoire le concernant. Le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football devait se rendre au Burundi dans le cadre du match de l'équipe nationale. Justement, nous parlerons de ce match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Le Sénégal s'est imposé face au Burundi ce lundi par la plus petite des marques. Un pénalty sur Sadio Mané transformé par Ismaïla Sarr à la 69e minute de jeu. Pendant ce temps, le football sénégalais en deuil. L'ancien international Sega Sakho n'est plus. Il est décédé dans la nuit du dimanche au lundi à l'hôpital principal de Dakar. C'était là les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Face à la presse ce lundi, le vice-président de la Fédération sénégalaise de football et maire de Kaffrine, Abdoulaye Seydou Sow, est revenu sur son absence de la délégation de l'équipe nationale qui devait se rendre à Burundi. Selon lui, on l'a informé d'une interdiction de sortie dite du territoire au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Il accuse le Premier ministre Ousmane Sonko d'en être l'auteur et affirme qu'il ne se laissera pas faire, suivant les propos de Abdoulaye Seydou Sow dans ce compte-rendu signé Abdoulaye Dieye et Serignan. Face à la presse, le maire de Kaffrine et vice-président Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Seydou Sow, s'est indigné et a déploré l'attitude du gouvernement, surtout le Premier ministre Ousmane Sonko. Quand je devais faire la traversée, un policier est venu gentiment me dire: Monsieur le ministre, je voudrais avoir votre passeport, il y a une petite vérification. J'ai obtempéré. 10 minutes après, c'est un lieutenant qui vient me voir: Monsieur le ministre, est-ce que vous avez avec vous votre passeport diplomatique? Je lui ai dit: moi, je n'ai que mon passeport ordinaire. Il me dit oui. Après, il hésite un peu. Il me dit oui, mais nous avons une opposition pour votre sortie du territoire national. Selon l'ancien ministre, on veut lui faire un mauvais procès, ce qu'il qualifie d'acharnement, et dit qu'il ne passera pas. À ce jour, moi, il n'y a aucun rapport de l'OFNAC, de la Cour des comptes, de l'IGE, de l'IGF, qui m'impacte dans n'importe quel délit. Je n'ai à ce jour reçu aucun texte qui me dise que dans ma gestion, voilà ce qu'on te reproche. L'attitude est très claire. Abdoulaye Sow est visé depuis le 24 mars. Parce que moi, depuis le 24 mars, j'ai déclaré que je suis dans l'opposition. Par rapport à ce que certains avancent sur une tentative de fuir le pays, le maire apporte des éléments de réponse. Et j'ai entendu dire, oui, les gens voulaient fuir. Ceux qui veulent fuir vont partir dans un avion affrété par l'État du Sénégal, dans lequel il y a 5 agents de sécurité. Moi, je peux dire ici, et devant tout le monde, moi, je n'ai aucun bien à l'étranger. Je n'ai pas un compte qui a 3 millions de francs CFA, autre que mon salaire. Je peux brandir mon compte devant le Sénégal. Je n'ai aucun bien à l'étranger. Je n'ai aucun parent à l'étranger. Qu'est-ce que je voudrais pour aller fuir? Ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas mon sang. Ils ne savent pas d'où je viens. C'est pourquoi dire, oui, certains dignitaires, aux dignitaires de l'État, tenter de fuir. Moi, fuir, moi. Très remonté contre le nouveau régime en place, le futur opposant déclare déjà la guerre à ses prédateurs. Ousmane Sonko se trompe. Et il se trompera lourdement parce que nous ferons face. Moi, tant que j'aurai vie, je ferai face. Oui.
Un grave accident s'est produit ce lundi matin à Ndjamafal, un village de la commune de Nangalma, dans la région de Thiès. Un camion est entré en collision avec un bus de transport en commun qui a été complètement calciné à la suite de l'impact. Le bilan provisoire fait état de 16 morts et de 22 blessés, dont 11 dans un état grave, évacués à l'hôpital régional de Thiès. Les sapeurs-pompiers poursuivent les opérations de sauvetage alors que de nombreux corps sont restés coincés dans les décombres du bus calciné. L'intervention de lourds engins des soldats du feu a été nécessaire pour extraire les victimes des débris. Et puis un autre drame, mais cette fois-ci maritime, a eu lieu hier dimanche au large des côtes d'Embourg. Une pirogue transportant des candidats à l'immigration clandestine a chaviré, causant la mort de 4 personnes et laissant plusieurs autres disparus. Suivons les détails avec Ndelenjay. Les jeunes sont plus que jamais déterminés à rallier l'Europe par la voie illégale pour chercher une vie meilleure. Ce phénomène qui persiste de plus en plus continue de faire des victimes. Rien que ce dimanche, une pirogue avec à son bord plus de 200 migrants a chaviré en pleine mer. L'accident est survenu peu après le départ de la pirogue de Mbour-Tefes vers 16 heures. Après seulement 4 km de navigation, l'embarcation surchargée a échoué, provoquant une scène de panique. D'après un rescapé, près de 100 personnes, dont des hommes, des femmes et des enfants, étaient à bord de la pirogue. Les raisons du chavirement demeurent inconnues. Aux dernières nouvelles, 4 corps ont été repêchés, dont 3 hommes et une femme, et les 4 rescapés évacués à l'hôpital de Grandbourg. Actuellement, les recherches sont en cours pour trouver éventuellement des survivants. D'ailleurs, la Marine nationale a déployé des moyens conséquents entre Mbour et Nianing. En marge du sommet Chine-Afrique, le directeur général, M. Mamadou Habib Diop, a procédé à la signature d'un protocole d'accord entre la Société africaine de raffinage et CDN Engineering, qui est une entreprise chinoise, donc une filiale de China National Engineering. C'est dans l'ambition d'acquérir une deuxième raffinerie pour une exploitation sans faille du pétrole et du gaz au Sénégal. Aïssa Touba. Le Sénégal, face à son projet d'exploitation du pétrole et du gaz, est à la recherche d'une deuxième raffinerie. Ainsi, lors du sommet Chine-Afrique, à la Société africaine de raffinage, la SAR, par l'intermédiaire de son DG, Mamadou Habib Diop, a signé un protocole d'accord avec CDN Engineering, une filiale de China National Engineering. Cet protocole permettra aux deux entités d'explorer les futurs axes d'une collaboration par la construction d'un deuxième site de raffinage et d'une nouvelle usine de pétrochimie. Selon un communiqué de la société, la construction d'une deuxième raffinerie va également renforcer la volonté de la SAR à augmenter sa capacité de raffinage à 1,5 million de tonnes par an. Pour rappel, la SAR avait signé par la suite un contrat avec Technip FMC en 2019 lors d'un sommet en Afrique du Sud. La SAR a été contrainte de réviser ses objectifs à la hausse. En effet, dans un communiqué publié en juillet dernier, elle annonçait son intention d'augmenter ses capacités à 5 millions de tonnes par an, à une valeur de 53 milliards, grâce à un partenariat avec Woodside Energy. Faire de Matam un poumon économique, c'est grâce à une meilleure exploitation locale du phosphate en créant une unité de transformation de cette ressource. C'est la volonté des nouvelles autorités sénégalaises. Le Premier ministre Ousmane Sonko qui a fait cette annonce s'exprimer lors de la journée nationale Setal Suñu Réew qui s'est tenue le samedi 7 août. Selon lui, cette volonté vise à doubler la production du phosphate pour pouvoir développer l'agriculture. Amsatou Gano. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé samedi la volonté des nouvelles autorités sénégalaises de créer une unité de transformation locale de phosphate dans la région de Matam. Cette initiative vise, selon le PM, à doubler la production du phosphate pour développer l'agriculture dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Notre option, c'est d'extraire et de transformer ici même
dans la région de Matam, créer ainsi une chaîne de valeur complète de l'extraction à la transformation et même à la distribution. Il a exposé la volonté du gouvernement de faire de Matam un poumon économique grâce à une meilleure exploitation de transformation locale du phosphate en engrais phosphérique pour améliorer les rendements agricoles, mais aussi lutter contre l'exode rural des populations de la région. Matam doit devenir un centre névralgique, un poumon économique du Sénégal, porté par l'exploitation du phosphate, la transformation industrielle, mais surtout une bonne utilisation des produits qui ressortiront de cette exploitation, notamment l'engrais phosphorique, pour booster l'agriculture. Le phosphate du Sénégal a longtemps été exporté par des multinationales. Cependant, le Premier ministre explique que cette nouvelle option de l'État du Sénégal dans la production du phosphate vise principalement à mettre un terme aux avantages des multinationales étrangères. C'est ça notre option qui est totalement différente de l'option actuelle, qui est celle qu'on a conduite depuis les indépendances et qui nous a amené à cette situation, c'est-à-dire que des multinationales viennent extraire nos ressources, nous laissant une extrême pauvreté, exportant tout. Dans le cadre de sa tournée pour informer les acteurs des médias des missions de la Maison de la Presse, le directeur général a annoncé la construction de la première maison de la presse décentralisée à Tambacounda. Selon Sambou Biagui, cela permettra d'améliorer les conditions de travail des journalistes et de tous les professionnels des médias de la région, mais aussi de ceux qui habitent les localités environnantes. Il est ici au micro de Amadou Diallo. Nous avons dit, dans le cadre justement des lancements ou de l'expérimentation des maisons de la presse locales, Tambacounda va accueillir la première maison de la presse décentralisée ou locale. Cela permettra justement aux confrères d'abord de Tambacounda d'être dans des situations de travail, mais également de mieux véritablement se perfectionner et de mutualiser leurs forces. En gros, répondre justement aux missions assignées à la Maison de la Presse. Tambacounda fait partie des zones les plus reculées par rapport à Dakar. Il est souvent très difficile pour les confrères des régions ici à Tambacounda de trouver des moyens de logement d'abord, ensuite de travail une fois à Tambacounda. Mais également pour les confrères de Tambacounda, il est souvent très difficile de trouver en tout cas des moyens adéquats pour répondre aux exigences actuelles du journalisme et de la communication. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons lancer la première maison de la presse locale à Tambacounda pour faire honneur à cette région, faire honneur également aux missions assignées à la Maison de la Presse. À l'international, 21 personnes ont été tuées dimanche 8 septembre dans des tirs imputés aux paramilitaires sur un marché de Sénar dans le sud-est du Soudan au lendemain du rejet par les dirigeants du pays d'une force indépendante pour protéger les civils. Le réseau des médecins soudanais a en outre fait état de plus de 70 personnes blessées dans cette attaque qu'il a attribuée aux forces de soutien rapide. Les paramilitaires aux ordres du général Mohamed Hamdan Daglo qui combattent contre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan. Et puis en Algérie, le président sortant Abdelmadjid Tebboune a été réélu pour un second mandat ce 8 septembre avec 94,65% des voix. Cette élection a été marquée par une faible participation, pourtant en hausse par rapport à 2019 selon le décompte officiel. Les détails avec Mama Wassal.
Le président sortant Abdelmajid Tebboune a été réélu président ce 8 septembre avec 94,65% des voix. Sur un total de 5,6 millions de votes enregistrés, 5,320 millions ont voté pour le candidat indépendant Tebboune, soit 94,65% des voix, a déclaré Mohamed Charfi, le président de l'autorité électorale. Ce scrutin aurait été marqué par une faible participation. Le président de l'autorité électorale a annoncé samedi un taux moyen de participation de 48,03% à 20h, selon un chiffre préliminaire en hausse par rapport en 2019, 39,83%. Cette année-là, le président algérien avait remporté sa première présidentielle avec 58 des suffrages. Après avoir annoncé un taux moyen de participation inférieur de 7 points à celui de 2019 à 17h, heure locale, l'ANI avait prolongé le vote d'une heure samedi jusqu'à 20h. La direction de campagne du candidat Hassani a dénoncé dimanche des violations et un retour à des pratiques anciennes avec des pressions sur certains responsables de bureaux de vote pour gonfler les résultats, notamment la participation. Face au résident sortant, seuls 2 candidats étaient en lice. Abdel Hassani, un ingénieur de 57 ans, chef du mouvement de la socialiste pour la paix, arrivé deuxième avec un score de 3,17% des voix, et Youssef, 41 ans, ex-journaliste et sénateur à la tête du Front des Forces Socialistes, arrivé troisième avec 2,16% des voix. Pour rappel, le président Tebboune brigue son deuxième mandat à la tête de l'Algérie. Hors de l'Afrique, plus précisément aux États-Unis, c'est demain le 10 septembre qu'aura lieu le débat entre Donald Trump et Kamala Harris, premier face-to-face de cette campagne présidentielle entre les deux candidats à un peu moins de 2 mois de l'élection. Un débat pour lequel les deux camps se préparent depuis des semaines. Ce débat sera l'un des moments les plus décisifs de la campagne présidentielle aux États-Unis et chacun des deux camps a sa façon de s'y préparer. Du côté de Donald Trump, c'est sous forme de réunion politique. Pas question de parler de préparation débat dans l'entourage du républicain. L'ancien président s'assoit autour d'une table avec ses conseillers qui lui posent des questions ou lui rappellent le bilan de son mandat à la Maison-Blanche. Par ailleurs, du côté de Kamala Harris, la préparation est plus studieuse. Elle se passe dans un hôtel où l'équipe de la démocrate a installé une réplique de studio où doit avoir lieu le débat et l'un de ses conseillers joue le rôle de Donald Trump. À présent sport, dans cette édition, l'équipe nationale du Sénégal a remporté son match contre le Burundi ce lundi. Le score 1-0 au stade national de Bingu au Malawi, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Après leur contre-performance face au Burkina Faso vendredi dernier, les Lions se sont ressaisis contre les Hirondelles. Un pénalty obtenu par Sadio Mané et transformé par Ismaël Sarr à la 69e minute de jeu a permis au Sénégal de décrocher les 3 points. Bien que les hommes du sélectionneur Aliou Cissé n'aient pas livré une prestation convaincante, ils ont réussi à assurer l'essentiel en remportant la victoire. Grâce à ce succès, le Sénégal prend la tête du groupe L avec 4 points, tandis que le Burundi se place à la deuxième place, excusez la répétition, avec 3 points. Et puis, Sega Sakho, figure emblématique du football sénégalais des années 70, s'est éteint dans la nuit du 8 au 9 septembre 2024 à l'âge de 75 ans à l'hôpital principal de Dakar, des suites d'une longue maladie. Né en 1949 à Rufisque, il a grandi à la Médina et fait ses premiers pas dans les compétitions populaires de la zone A avant de rejoindre l'US Gorée en 1969. Champion du Sénégal en 1973 et vainqueur de la Coupe du Sénégal en 1974 avec la Jeanne d'Arc, il a participé aux grandes campagnes africaines du club, notamment lors de la Coupe des clubs champions en 1974 où il marqua un but décisif contre l'ASEC Mimosa. Sega Sakho a également évolué en France à 5
Quentin. Pendant 2 ans, l'international sénégalais de 1970 à 1977, il était réputé pour sa capacité à jouer des 2 pieds, bien qu'étant gaucher de formation. L'enterrement est prévu ce 9 septembre au cimetière musulman de Yoff. Le groupe, la rédaction de GTV ainsi que tout le groupe G-Team présente ses condoléances à sa famille et au monde du sport. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.